Elle a fait ses spaghettis, elle a des l'Italiana. Elle a fait ses paplaki, elle a fait des l'Italiana. Hello, santé. Je voulais faire une vidéo sur la trompisation des esprits et sur la chute du wokisme. Et puis finalement, je suis tombé sur la vidéo de Rémi, de Juste Milieu, qui dit les choses beaucoup mieux que moi. Enfin, je veux dire que mot pour mot, j'aurais dit la même chose. Alors ça sert à rien de paraphraser, autant passer la vidéo. En plus, Rémi s'exprime avec beaucoup de talent, comme d'hab. Si j'avais été citoyen américain, parce qu'on m'avait demandé, t'aurais été pour qui toi, si t'avais été américain, Kamala Harris ou Trump? Alors moi j'ai répondu que je serais allé à la pêche, parce que, alors j'étais content de voir la mafia démocrate s'effondrer, parce qu'on peut appeler ça comme ça, hein, la mafia démocrate. Plein de choses le prouvent, hein, il faudrait faire toute une vidéo là-dessus. Mais en même temps, j'allais pas non plus soutenir le camp des républicains, parce que c'est pas du tout ma philosophie, la façon dont ils voient les choses. J'ai entendu des interviews de beaucoup d'électeurs de Trump, ce qui manque chez eux, c'est l'empathie. Ce qu'il y a, c'est que si tu te retrouves dans la merde, c'est de ta faute. Si t'es pauvre, c'est de ta faute. Ben c'est un peu ça, hein, la culture américaine, quelque part. Hein, parce qu'eux, ils comprennent pas, nous, notre système de sécurité sociale, par exemple. D'ailleurs, Obama, quand il a voulu créer sa sécurité sociale, il a eu du mal. Du coup, la sécu auquel ils ont eu droit, au bout du compte, c'était qu'un lambeau de ce que voulait faire Obama. Et là, ils comprennent pas ça, la solidarité. Le caritatif, ils comprennent bien, mais créer un système solidaire, autogéré, ça, ils peuvent pas comprendre. Donc la sécurité sociale, c'est un truc, ça les dépasse. Donc moi, le camp de Trump, c'est pas ma tasse de thé non plus. Seulement voilà, je suis satisfait de voir que enfin, bah, maintenant, tout le camp démocrate s'est cassé la gueule et que peut-être ça va inciter la gauche au niveau de la planète à réfléchir aux choses. Pourquoi elle en est arrivée à être détestée à ce point-là? Bah, moi je sais hein, les réponses. Hein. La gauche a renoncé à 4 choses qui créent son ADN, c'est-à-dire la République, la nation, la laïcité et la lutte des classes. Elle a abandonné ces 4 trucs, donc faut pas qu'elle s'étonne qu'aujourd'hui on ait envie de lui cracher à la gueule. Bon bah maintenant je vous laisse avec Juste Milieu, et vous allez voir, Rémi résume bien les choses. N'oublions pas hein, que le wokisme n'est que le visage de l'idéologie du moment, l'idéologie de tendance, l'idéologie qui fait du pognon, et que je voulais finir là-dessus les amis, on aura le temps de le développer un peu plus longuement, et c'est sûrement une ligne qu'on va développer pendant beaucoup de temps, hein, pour être rigoureux et faire ce travail-là, pour finir sur cette note qui est de dire que plus que jamais, l'Europe est la prostituée idéologique des États-Unis, dans la mesure où le wokisme n'est pas, si vous voulez, une volonté manifeste de populations à travers le monde qui se sont mobilisées et qui se sont rendus compte, hein, en Namibie, aux États-Unis, en Espagne et en Argentine, que comme une sorte d'évidence, il fallait absolument que la petite sirène elle ait les cheveux bleus ou qu'elle ait la peau noire, il fallait absolument faire des égalités, faire des quotas de femmes, d'hommes, d'handicapés, ce que vous voulez. Le wokisme est juste la tendance dominante, on a fait du pognon avec ça, comme on a fait du pognon avec beaucoup d'autres tendances où on a tordu les esprits de cette manière-là. Si ça arrivait en Europe, c'est parce que, à l'école, moi je suis né en 94, donc à l'école on m'a appris, dans les cours d'histoire géo, c'était l'américanisation du monde. On nous expliquait que McDonald's, le Coca-Cola, les films de super-héros, c'était ça l'américanisation. Que le soft power américain, c'était aussi la capacité à imposer son idéologie. L'américanisation, c'est aussi le wokisme. Parce que au départ, certes, ça vient de la philosophie déconstructionniste française, avec des types comme Guattari, Deleuze, qui ont inventé ça en France et qui l'ont envoyé aux États-Unis dans les universités. Ça a infusé depuis les années 80 et c'est revenu chez nous. Si vous voulez, le wokisme, c'est un petit peu comme la gastronomie. On leur a envoyé le bœuf bourguignon, ils nous ont renvoyé le Big Mac. Donc souvent, quand ça part aux États-Unis et que ça revient, généralement, c'est de la merde. Donc l'américanisation du monde, c'est le wokisme. Et aujourd'hui, l'américanisation du monde, c'est Trump. Où on nous fait croire que c'est une sorte de tendance libératrice qui va comme ça naturellement, comme une sorte d'évidence s'imposer au peuple, où les gens vont se dire, ben oui, finalement, qu'on est con, c'est Trump qu'il nous faut. C'est la Trumpisation des esprits. Donc, la Trumpisation
si je prends ce terme-là pour inventer un terme à la con, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va dire ça, la Trumpisation, ça vaut pas mieux que le wokisme. Quand on le gobe sans réfléchir, quand on le gobe aveuglément, quand on le gobe sans utiliser son cerveau, ça vaut pas mieux. Trump, ça vaut pas mieux que le wokisme si on considère que c'est une idéologie qu'il faut suivre aveuglément en se disant « Mon Dieu, c'est super, on va casser la gueule à ses cheveux bleus ». Je voulais vous dire ça, les amis, parce que l'illustration avec Hanouna, elle est symbolique, évidemment. Hein, Hanouna, qui est un incommensurable peigne-cul, hein, voilà, qui fait ce qu'on lui dit. 2016, c'était avant l'ère Bolloré, aujourd'hui c'est l'ère Bolloré, il fait ce qu'on lui dit. Et en vérité, la bollorisation des médias, c'est ça. En fait, c'est se mettre dans un nouveau vent dominant. Et ce que vont faire bien d'autres médias. Vous verrez que BFM TV recrutera des gens dits d'extrême droite aujourd'hui, quand le monde va aller dans ce sens-là. Donc je pense sincèrement qu'il faut être prudent. Il faut être prudent dans la mesure où on a un cerveau, utilisons-le. On a cette capacité à être prudent, utilisons-la. Elon Musk, suivi aveuglément, est aussi dangereux que le dernier des wokistes. Et c'est pas parce que vous faites tomber une menace que celle qui arrive est meilleure obligatoirement. C'est pas parce que vous allez éteindre la censure woke qu'il faut applaudir la censure potentielle qu'il peut advenir sur Twitter, par exemple, où on va censurer les discours progressistes au motif de Trump est au pouvoir, donc on a gagné. Je pense qu'il faut être très prudent là-dessus, et je vous le dis, on en a déjà parlé, je me méfie énormément, d'ores et déjà, des gens qui gobent aveuglément, là, la nouvelle tendance Trump, qui nous disent « en fait, c'est super, en fait, Musk, c'est super, le transhumanisme, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Un homme d'affaires qui est d'abord un homme d'affaires, allez, c'est pas grave. Un néolibéral convaincu, allez, c'est pas grave. » Donc, je dis juste, les amis, que juste milieu, c'est aussi ça. Vous savez que j'ai été là pour mettre en avant des critiques contre le wokisme, contre les dangers d'une idéologie imposée, les dangers d'une censure. Mais juste milieu, c'est aussi la capacité, j'espère en tout cas, et je vais essayer de m'y atteler, à garder ce niveau de vigilance, ce niveau de critique, quel que soit le camp qu'il faut critiquer. Sinon, je ne suis pas cohérent et je suis une pompe à vélo. Et vous n'avez aucune raison d'être là. Donc, je vous ai fait une vidéo sur Musk que je vous invite à revoir, pas pour faire la pub, mais pour vous dire que cette vidéo qui date de... Putain, ça doit remonter un petit peu maintenant. On n'est plus tout jeune. Où je vous disais déjà que pour moi il y avait une menace sérieuse sur Elon Musk, voilà, c'est celle-là, qui date de pub à la con, 10 novembre 2023, putain déjà c'est fou, ça fait plus d'un an encore. Déjà dans cette vidéo, je vous avais mis en avant ce que je redoutais chez Elon Musk, qui est un transhumaniste convaincu, qui est un mec, vous noterez hein, par exemple, pour vous prendre un exemple d'aveuglement volontaire qui m'énerve un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on dit Trump c'est super, c'est génial, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Donc Trump il va botter le cul des écolos, il y en a marre, machin. Pour rappel, il vend quoi Elon Musk? Il vend des tapis de bain ou des bagnoles électriques? Donc Trump est un homme d'affaires, Musk est un homme d'affaires, ils vont faire des affaires. Mais Trump ne va pas défoncer l'écologie comme vous l'aimeriez, parce que sinon il marcherait sur les plates-bandes de son copain. Donc c'est là où j'invite quand même tout le monde à être un petit peu prudent. Trump est un impérialiste, comme tous les présidents américains. Donc arrêtez de bander. Quand je vois des souverainistes français ou des gens en France qui applaudissent Trump en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est super !» Mais vous croyez quoi en fait? Vous croyez quoi? On va être encore plus les prostituées des Américains. Ce qui se passe en Europe est une aubaine pour les Américains. Si demain, l'Union européenne pouvait devenir le tiers-monde, Trump aurait un sourire. Et ça, je vous le signe immédiatement. Donc, ce qui me fait peur, c'est qu'on est en train d'applaudir à notre propre malheur. On n'a plus de cerveau pour dire, en fait, il faudrait une identité française. Il faudrait une idéologie française. Dans la mesure où Trump est une mauvaise nouvelle pour nous, en tant que Français. Mais s'exciter sur le côté de Trump va faire la chasse aux cheveux bleus aux États-Unis, grand bien face à nos amis américains. Mais ils s'en branlent, Trump, de nous. C'est ça qui m'embête. C'est ce discours où vous avez des gens qui vont se réclamer du gaullisme, qui vont dire « Ouais, nous on est Français, on aime la France, on est souverainiste », et qui vont applaudir à un impérialiste notoire.
Il n'y a pas de jugement moral là-dessus. L'histoire des États-Unis est comme ça. Je suis en train de lire un bouquin extraordinaire qui s'appelle American Empire de Nicolas Mirkovitch, qui est super, qui est quelqu'un qui intervient de temps en temps sur le cercle Aristote. Bon ben voilà, l'histoire américaine est faite de cet impérialisme-là. Et aujourd'hui, on est en train d'applaudir à ce qui va nous massacrer, à ce qui va nous détruire. Et ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu d'être dans la contradiction. Et j'aimerais alerter tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis rien, je vous donne mon avis, on papote. Juste de voir, par exemple, un Zemmour, par exemple, tu vois. Un Zemmour qui va lécher les chaussures, pour être poli, de Trump aux États-Unis, qui est tout content d'aller mettre son smoking pour espérer prendre une photo à côté de Trump. Mais rendez-vous compte de la supercherie. Ce monsieur a fait son succès avec Suicide français. Là, il est en train de remettre une balle dans le barillet. Donc Zemmour est le symbole de la supercherie de ces Français supposément patriotes, supposément amoureux de la France, de son destin et de son histoire, et qui contribuent à la flinguer encore plus. Et ça me rend taré. Ça me rend taré parce que Trump n'est pas une bonne nouvelle. Et à la limite, s'il en est une sur le côté, il va lutter contre le wokisme, lutter contre le progressisme et tout ça, oui, si vous voulez, mais ça veut dire qu'en Europe, et encore plus en France, on est devenus tellement des putes américaines qu'on n'est même plus foutu de décider par nous-mêmes. Parce que Trump a décidé qu'on arrêtait avec le wokisme, on va arrêter avec le wokisme. On n'a pas été assez fort pour se lever en amont, faut quand même le rappeler. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Après, j'ai qu'une envie, c'est de me planter, et que Trump se mobilise contre l'Union européenne, qu'il arrête d'en faire un sous-marin américain qui redonne la souveraineté aux Français et à toutes les nations qui composent l'Union européenne. Alors là, je me fais tatouer le portrait de Trump sur le biceps. Je vous le dis tout de suite. Si Trump fait péter l'Union européenne avec un discours redonnant la souveraineté aux pays de l'UE, je vous jure que je me fais tatouer le portrait sur le biceps. Vous pouvez couper cet article, enfin ce passage, je le ferai. Vraiment, je le ferai. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Mais vraiment pas une seule seconde, dans la mesure où Trump était quand même quelqu'un qui sous-entendait clairement que le projet Nord Stream 2 ne pouvait pas se faire. Et résultat, il n'y a plus de Nord Stream 2. Donc, j'ai l'impression que ma peau va rester nette sur ce qu'on peut appeler plus ou moins un biceps. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour finir sur cette petite note. On en reparlera évidemment, on aura le temps de reparler de tout ça les copains, bien évidemment. Voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion. Oh putain. Alors là maintenant, je vais vous passer un extrait d'une émission qui a eu lieu sur Tocsin. C'est une radio qui a été montée par une certaine Clémence, qui a beaucoup de talent. Et vous allez comprendre pourquoi c'est marrant de voir Darmanin et Retailleau se féliciter de combattre les narcotrafiquants. Parce qu'il faut savoir que le secrétaire général de l'Élysée, qui s'appelle Alexis Kohler, et c'est lui qui a tous les pouvoirs, Macron c'est son pantin, Alexis Kohler, en fait, a des bateaux où il transporte 20 tonnes de cocaïne. Donc, à l'Élysée, vous avez un mec qui est dans le trafic de stupes, et puis vous avez deux guignols qui sont ministres et qui veulent combattre les narcotrafiquants. C'est balèze, hein? Et là, ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas un seul député du NFP ou du RN qui gueule. Parce que là, on additionne les scandales d'État. Celui-là, c'en est un. Mais il y en a d'autres. Sur la crise sanitaire, il y a deux journalistes du Monde qui ont pondu un bouquin qui s'appelle « Les juges et l'assassin ». Et ils montrent comment Macron a foutu en l'air la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, certainement, si j'en refais d'autres, parce que j'ai envie de faire un format plus court. On va agiter devant vous ce qui devrait créer une révolution, et vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire, parce que vous êtes des clébards. Vous êtes des clébards, vous ne prenez même pas la peine de lire les preuves qu'on vous met sous les yeux. Et c'est ce que je voulais faire, les amis, je voulais faire cette vidéo le plus vite possible pour vous montrer qu'ils nous mettent les preuves sous les yeux. Tout est là, tout est là. Les partis d'opposition peuvent lire ça, et peuvent saisir, peuvent faire des procédures en destitution. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est pour ça que des guignols comme moi sont là pour vous dire, ils nous mettent les preuves sous les yeux, je vais perdre mon temps, je vais les lire, et je vais vous les raconter. Pour expliquer que de Mélenchon à Le Pen, si rien n'est fait malgré ça, c'est que ce sont des ordures. Ce sont des escrocs, en fait. Tout bonnement. Parce que ça vaut une procédure en destitution.
Un président de la République qui a donné des éléments de langage à des gens qui devaient témoigner sous serment concernant le Covid, pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc désormais, une fois de plus, j'attends de nos partis d'opposition, quels qu'ils soient, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tirerai mon chapeau, j'en parlerai dans Juste Milieu, et j'applaudirai le moindre représentant politique qui s'engagera dans cette démarche, de visibiliser ça et de dire nous devons virer ces ordures qui sont au pouvoir. Et s'ils ne le font pas, c'est de la complicité. Donc voici ce qui se dit à Toxa. Évidemment, ça ne passera pas sur les médias mainstream, hein, ni dans la presse aux ordres. Ça, c'est sûr. Beaucoup de sujets aujourd'hui. On va commencer par l'affaire Colère. Votre chouchou, Régis, Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, qui, paraît-il, fait ses bagages. Et en plus, avec une petite histoire un peu rigolote, puisque, bon, on a bien suivi qu'il y avait plusieurs membres du cabinet présidentiel qui sont déjà partis. Hein. Le préfet Patrick Stroda, maintenant, il est question donc de Alexis Colère qui aurait fait une demande. Alors, c'est une info de l'Express du 20 janvier. Et en fait, ce proche conseiller d'Emmanuel Macron, on dit même que c'est lui qui dirige véritablement les affaires, le conseiller de l'ombre, hein, aurait consulté la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour connaître ses possibilités en cas de départ. Et en fait, il paraîtrait donc qu'il aurait appelé la haute autorité, puis la haute autorité rappelle, et puis en fait, quand la haute autorité rappelle, c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui a été rappelé. Et donc c'est comme ça qu'il aurait été informé, d'après l'Express, hein, petit couac on va dire, qu'il aurait été informé de la volonté d'Alexis Colère de partir. Donc voilà, et puis dans l'histoire, le bras droit du président donc serait donc désabusé par la tournure politique du mandat d'Emmanuel Macron, et notamment par le gouvernement Bayrou, ou la hausse des impôts par exemple, ça c'est la raison qui filtre hein, par l'Express, évidemment tout ça est très calculé. Alors qu'en pensez-vous Régis? Colère c'est très significatif. Très significatif, parce que Colère, c'est une des briques importantes du dispositif d'Emmanuel Macron. Oui. C'est lui qui c'est le maire du palais, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, pendant que l'autre va faire le début, hein. Oui, absolument, pendant que l'autre se déguise, va faire des interventions. Il a fait une intervention devant les ambassadeurs, mais tout le monde a rigolé, personne n'écoute. À l'étranger, personne n'écoute ce monsieur. Donc lui, il commence à se dire, bon, il a un peu la peste, le chef, là, moi, j'ai pas envie de sombrer avec lui. Alors, le problème avec Alexis Colère, c'est qu'il est poursuivi pour des infractions qui ne sont pas des infractions mineures, pour ses rapports troubles avec un des premiers armateurs mondiaux, lequel premier armateur mondial, pour l'instant, il commence à être dans le collimateur des gouvernements pour son rôle dans le narcotrafic, excusez du peu. Et quand on sait que en France, tout ce qui concerne la haute corruption, la corruption de la haute fonction publique d'État et du système Macron, rien ne bouge, les magistrats ne bougent pas. Donc on a une pourriture qui continue, et monsieur Colère fait savoir, parce que la fuite, j'en sais rien, hein, c'est ce qu'on raconte, oui. Monsieur Colère fait savoir que, non, ben oui, il en a un peu marre, il est désabusé, il veut s'en aller chez MSC aussi, là. Hein, où il a ses habitudes, la société qui appartient à sa famille. Non, tout ça est assez terrible sur le niveau où nous en sommes. Et pendant ce temps-là, ben, les Américains essayent de s'en sortir à leur façon. Hein, ça, c'est leur affaire, je dirais, avec l'arrivée tonitruante de la prise de fonction de Trump. Eh bien, nous, on est incapables, on est à la remorque de von der Leyen, on essaye de s'adapter, on est en panique, il y a une panique morale invraisemblable autour de ce qui est en train de se produire. Il n'y a pas de débouché. Je pense que la magistrature a montré sa complaisance vis-à-vis de Macron. Elle l'a fait élire, ensuite elle l'a protégé, elle protège Colère. Parce que l'affaire de Colère, elle a bientôt 10 ans. Je veux dire que, hein, on peut compter qu'il soit jugé dans 15 ans. Ok. Alexandre Langlois sur Alexis Colère. Bon, déjà, c'est rigolo pour quelqu'un qui est dans une compagnie familiale de navires de vouloir quitter le navire lui aussi. Sur ça, et sur ça, en plus, quand on parle que ça, la compagnie familiale, MSC Croisière, est dans le narcotrafic, c'est effectivement beaucoup, je rebondis sur ce qu'a dit Régis, en fait. On parle d'une saisie de, je reprenais les chiffres tellement j'étais plus sûr, tellement ils étaient énormes, mais 1000 tonnes de cocaïne en Amérique. Dans un de leurs navires. On parle 20 tonnes de cocaïne, 20 tonnes de cocaïne, $1 milliard, voilà.
Ce qui veut dire que c'est pas rien du tout. C'est pas, on n'est pas sur la trouvaille de petits sachets. Et c'est une compagnie qui a été suivie pas mal et qui est là-dedans. Donc Alexis Kohler est là-dedans. Et quand aujourd'hui on a des gouvernements français qui disent on va lutter contre le narcotrafic, qu'on sait que le Sénat, l'Assemblée nationale, Matignon, enfin tous les c'est tout infiltré partout, mais qu'on s'occupe de gérer avec le Maroc, et Darmanin il est très content, il dit j'étais super champion du narcotrafic en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que ministre de la Justice, champion aussi, envoyez-moi des fleurs, mais du coup, au niveau de la tête de l'État, il n'y a rien. Donc c'est la question plutôt de ce côté-là aussi à creuser, et sur le côté de la fuite dans la presse, c'est organisé régulièrement, je veux dire, c'est une habitude de la Macronie, on teste les choses. Tiens, je vais faire ça. Emmanuel Macron va faire un référendum sur pain au chocolat ou chocolatine pour donner la parole aux Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, ah ben non, ça les Français s'en fichent. Bon, on va trouver un autre sujet. Donc on teste les choses en disant c'est une fuite, on fait semblant de passer. Je rappelle que les journalistes ont tous été convoqués à l'Élysée pour donner les éléments de langage régulièrement qu'il faut imposer. Donc à partir de là, que ce soit l'un ou l'autre, il choisit aujourd'hui l'Express, demain ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais oui, ça peut même être valeurs actuelles, hein. Ils savent très bien disperser en fonction de la personne, comment dire, des communautés, des clients qu'ils visent, on va dire. Voilà, donc vous, si vous voulez toucher tout le monde, ils enverront un petit message intoxicant, mais le problème c'est que l'intoxication ne marcherait peut-être pas. On n'obéirait peut-être pas de la même manière. Et pour terminer, maintenant, c'est sur le fact-checking. Parce qu'on a les fact-checkers qui s'en prennent aux complotistes et qui dénoncent le complotisme. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, finalement, les fact-checkers, c'est pas la vérité qui les intéresse, c'est de s'en prendre à ceux qui considèrent comme complotistes, c'est-à-dire des gens qui se mettent dans la dissidence, dans la résistance, dans l'opposition, et qui posent des questions, qui doutent et qui sont sceptiques. Hein? Parce que le scepticisme, maintenant, c'est un truc qui est banni. C'est la peste, c'est dangereux, le scepticisme. Alors que pourtant c'est la base de tout, hein. C'est ce qui a fait avancer le monde, le scepticisme. Enfin bref, de toute façon les fact-checkers, ils avancent à quoi eux, hein? Ils regardent juste leur nombril et leur portefeuille. En fait, les fact-checkers, c'est des complotistes inversés. Leur anti-complotisme est un complotisme. Ah oui, si on réfléchit bien. Parce que chaque fois que quelqu'un s'oppose à quelque chose, il voit en cette personne quelqu'un qui est bourré de théories du complot. Ben non. Et d'ailleurs, pour terminer sur le complot, il faut savoir que le complot existe depuis que l'humanité existe. Hein. Donc, si vous relisez Tacite, hein, sur Néron, Agrippine, tout ça, vous verrez que le complot existe. Hein. À l'époque de Catherine de Médicis, ça existait, hein, le complot. Ceux qui veulent nous faire croire que les complots n'existent plus et que nous sommes dans le camp du bien, eh ben, en fait, ils sont en train de nous créer un monde à la George Orwell. George Orwell qui dénonçait ça dans 1984. Donc, les fact-checkers sont les meilleurs apôtres de Big Brother. Voilà. Et donc, Clémence va vous raconter une anecdote à ce sujet. Attendez, non, j'ai pas fini mon histoire drôle quand même. C'est très drôle, non, juste sur les fact-checkers, parce que ça m'amuse beaucoup ce sujet. Ce qui finit bien. On a quand même eu des fact-checkers qui nous ont fait suer, pour ne pas dire autre chose, pendant de longues années, pour dire ce qui était le bien, ce qui était le mal, ce qui était vrai, ce qui était faux. Bon, sachant que les autres balançaient des âneries, qui changeaient de version d'un mois sur l'autre. Bon. Et bien, nos amis fact-checkers paniquent à bord, parce que on a quand même Mark Zuckerberg, donc, qui était avant leur grand allié, le patron de Meta, donc de Facebook, qui a fait 2 révélations, l'une après l'autre. La première, pour dire que, en fait, le camp Biden l'avait forcé à avoir une certaine vision des choses et à ne dire que certaines choses et à censurer le reste. Et puis après, il est carrément allé dans le détail dans une autre interview sur la période Covid, où il a dit on m'a demandé d'effacer certaines informations sur les effets des anti-vaccins. Comme ça, au moins, tout est dit. Donc voilà, on sait que, en gros, Facebook a censuré et qu'il faut savoir que le groupe Meta participait grandement au financement des fact-checkers, et notamment en France, pas que, mais voilà. Et là, il dit, c'est fini les fact-checkers, c'est fini la censure. Et que racontent nos petits fact-checkers français?
nos chouchous là, Tristan France, bref, tous les autres, bah, panique à mort. C'est hyper rigolo à suivre, parce qu'ils disent, nous ne sommes pas des fact-checkers, non, on n'a jamais été fact-checkers, non, c'est pas du tout le cœur nucléaire de notre combat. Non, nous on est là pour informer, pour analyser la désinformation, donc ils font des pleines phrases. Mais nous, fact-checkers, non, nous n'avons jamais été des fact-checkers, voilà. Donc c'est très rigolo, parce que là, panique, parce que visiblement ils voient, je pense, la manne financière qui va être coupée, donc ils se disent, peut-être je peux récupérer l'argent en étant autre chose. Ou en tout cas, il ne faudrait pas qu'ils se disent que nous, on est les mauvais. Donc ils changent de camp doucement, on rabat la veste et on la retourne doucement et sûrement, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant, au flux des changements de pouvoir et d'idées. Elle